Bonjour, alors bienvenue à notre revue trimestrielle du troisième trimestre de l'année 2022. On a la chance aujourd'hui d'avoir Sébastien McMahon qui va nous entretenir. Sébastien est économiste, mais je vais laisser le soin à notre partenaire David Bousquil, qui est vice-président chez IA Clarington. C'est des très bons partenaires chez nous, de nous présenter Sébastien. Alors David, qui est Sébastien McMahon? Merci, Daniel. C'est un grand plaisir de travailler avec votre équipe. Vous faites partie des groupes de conseillers les plus professionnels au Québec qui accordent vraiment la priorité aux intérêts de vos clients. Donc, félicitations à vous et toute l'équipe. Je m'appelle David Bousquil, vice-président de vente Industrielle Alliance Clarington. J'ai le plaisir de vous présenter Mick Mahan, stratège en chef, économiste senior et vice-président répartition de l'actif. Sébastien nous parlera de notre équipe chez IA et de l'environnement économique. Plus précisément, comment il intègre les données économiques dans ses décisions d'allocation d'actifs. IA Clarington offre 5 portefeuilles gérés adaptés à votre tolérance de risque. Chaque portefeuille contient des outils tels que des FNB, des partenaires tiers et des gestionnaires de portefeuille d'IA Clarington. Merci encore, Daniel, pour ton invitation et je vais maintenant vous présenter Sébastien McMahon. Merci, David. Donc, toujours un plaisir d'être là. Regardez, on va y aller rondement aujourd'hui. On va essayer de rentrer beaucoup de matériel là, dans le temps qu'on a. Donc, peut-être commencer avec la diapo 5 là, pour IA gestion de placement. Ce qu'on offre, c'est une expertise institutionnelle, mais pour les clients de détail canadiens. Donc, notre chef des placements, Alain Bergeron, c'est quelqu'un du Québec, mais qui est basé à Toronto, qui a fait sa carrière à Toronto. Alain travaillé dans le secteur institutionnel, maîtrise très bien aussi tout ce qui est de gestion systématique quantitative. Donc, l'approche qu'on adopte depuis l'arrivée d'Alain, c'est ce qu'on appelle l'approche humain plus machine dans nos portefeuilles. Donc, moi, je suis co-gestionnaire des portefeuilles gérés, entre autres. Je gère 15 milliards de dollars avec l'équipe d'allocation d'actifs. Et puis, quand on dit humain plus machine, c'est vraiment les meilleurs signaux systématiques, utiliser les ordinateurs autant qu'on peut pour venir complémenter une approche fondamentale et humaine. Donc, on met ces deux expertises-là ensemble pour aller chercher le meilleur des deux approches. Donc, avec tout ça, on gère 105 milliards de dollars. Puis, je pense qu'on est capable de se différencier très bien de notre concurrent, de tous nos concurrents. Donc, quand je dis on est rendu presque même qu'à 110 milliards de dollars des actifs sous gestion chez IA, gestion de placement, comme on le voit à l'acétate 6 ici à l'écran. Et puis, les solutions gérées, bien sûr, c'est un gros morceau de ce qu'on gère chez IA GP. Donc, diapo 7, IAGP, on a une forte expertise en allocation d'actifs. On a créé ce qu'on appelle le comité d'allocation d'actifs, où c'est des expertises à peu près tout le monde dans le département qui sont combinées pour prendre les meilleures décisions possibles. Donc, moi, j'œuvre du côté économie, stratégie, puis allocation d'actifs avec mon collègue Tej Rai. Donc, on est intégrés, tout le monde travaille ensemble, tout le monde connaît les vues, tout le monde, on s'influence tous. Donc, on va chercher vraiment le meilleur de nos expertises. La diapo 8, on voit que l'équipe d'allocation d'actifs, c'est pas juste moi, c'est pas juste Tej Rai, c'est une équipe qu'on a bâtie. On a des gens basés un peu partout, à Toronto, à Montréal, on a même des gens à San Francisco, on a des gens à Québec. Donc, on a une expertise qui est assez bien répartie. L'expertise variée, des gens qui sont très bons en programmation, des gens qui sont très bons en économie, en analyse fondamentale. Donc, on mélange tout ça pour avoir de bons résultats. Et puis, diapo 9, les portefeuilles gérés, ce qu'on fait, c'est qu'on offre le meilleur de IA GP, IA gestion de placement, le meilleur d'IA Clarington, le meilleur des gestionnaires externes, on parle de McKinsey, Fonds Dynamique, PIMCO, des fonds négociés en bourse, donc toutes ces solutions-là combinées dans les mêmes portefeuilles pour aller chercher une diversification, pas juste en termes de classe d'actifs, mais aussi en termes de style, en termes d'approche, pour vraiment donner des portefeuilles qui sont stables sur le long terme. Donc, tout ça, comme je vous disais, est intégré à travers une approche humain plus machine, là, la page 10 de la présentation. Donc, les ordinateurs combinés aux humains. Vous savez, les humains, on est capable, le cerveau humain, on dit souvent que c'est l'outil le plus puissant de l'univers connu. Donc, on est capable de faire beaucoup de choses avec l'analyse fondamentale. On a aussi des biais cognitifs, donc
on a tendance à suivre des tendances, on a tendance à donner trop d'importance aux points de données, aux sources d'informations qui confirment ce qu'on pense déjà. Donc, l'idée d'utiliser les ordinateurs pour compenser, c'est ça. Nous, de notre côté, on pense que c'est la façon de faire pour gagner en 2022 avec toutes les informations qui nous sont bombardées à tous les jours. Donc, les portefeuilles à la diapositive 11 sont optimisés pour des marchés qui sont complexes. Donc, on fait de la répartition de l'actif de façon active, tactique. Donc, on est très tactique dans nos décisions de portefeuille. On suit, on fait une diligence raisonnable de façon continue. On connaît les gestionnaires qui sont à l'intérieur de nos fonds. On fait des devises, la gestion des devises étrangères, on la gère activement. Puis on est très actif aussi dans le rééquilibrage. Donc, vous pouvez placer l'argent de vos clients là, puis vous assurer qu'il y a des gens qui passent leur journée à s'assurer que les portefeuilles sont toujours bien positionnés selon nos vues, selon l'évolution des marchés. Donc, c'est le service qu'on offre. Donc, ça, c'était la partie sur les fonds, sur notre approche. Maintenant, si on va creuser, point de vue de la trame de fonds économique, mais regardez, ce que je vous dirais, c'est qu'à la diapo 12, on voit qu'en 2023, on pourrait avoir encore une année difficile. Donc, notre indicateur économique avancé, là, la ligne rouge qui plus ou moins un résumé de ce que les banques centrales sont en train de faire comme resserrement de l'économie, de la politique monétaire, puis de l'impact négatif que ça a sur l'économie mondiale. Ben, vous voyez, la ligne rouge, ça s'en va très loin en bas. Donc, on peut passer les détails là, de ce graphique-là, mais le message, c'est que 2023 pourrait être difficile en raison de tout ce qui a été fait par les banques centrales déjà en 2022. Et puis, à droite, on voit les petits bâtonnets, là, c'est le Fonds monétaire international qui sont plus ou moins les meilleurs prévisionnistes là, pour l'économie mondiale, du moins sont considérés comme étant les meilleurs, pointent vers en 2023 maintenant une croissance de 2,7% pour l'économie planétaire, puis une récession planétaire, c'est une année où la croissance glisse en dessous des 2,5%. C'est à peu près ça le niveau cible que les économistes considèrent. Donc, on est sur le point de voir des prévisions de récession mondiale en 2023. Donc, il faut s'attendre à ce que ça demeure difficile pendant encore un an. Du côté de l'acétate 13, on voit que l'inflation, ici c'est l'inflation américaine parce que les chiffres sont sortis la semaine dernière, donc on a pris ceux-là. On voit que l'inflation est en train peut-être elle a peut-être atteint un sommet, mais on voit que la partie de l'inflation qui est en train de se contracter, même dans des bonnes nouvelles, c'est la partie transport, c'est l'essence, les voitures neuves usagées. Vous savez, les banques centrales, la Banque du Canada, la Réserve fédérale, ils sont pas en train de vouloir faire baisser le prix de l'essence. Ils sont en train de vouloir contrôler l'inflation sous toutes ses saveurs, la ramener jusqu'à 2%. Puis on voit que les prix de la nourriture, du logement, des soins médicaux, c'est encore en train de s'accélérer du côté américain. Donc, le combat est loin d'être fini. Puis à la page 14, deux analyses ici. Vous savez, quand on regarde, qu'on se concentre sur le graphique de gauche, l'inflation, les agences statistiques regardent près de 100 000 biens et services à chaque mois, l'évolution des prix de ces biens et services-là. Puis quand on met tous ces biens et services-là sur une échelle, celui qui a le moins d'inflation dans un mois jusqu'à celui qui a le plus d'inflation dans un mois, on a une distribution qui est pas égale. Puis l'analyse de gauche qu'elle fait, c'est qu'elle va regarder le point médian en plein milieu de la distribution. C'est quoi l'inflation du bien ou service qui est en plein milieu de la distribution? Comme vous voyez, ça, c'est en train d'augmenter. Ce que ça veut dire, c'est que l'inflation est en train de s'étendre à travers la distribution. C'est pas juste certains articles, biens et services qui avaient une inflation forte dans le bout de la distribution, là, qui mène le bal. C'est en train de s'étendre à toute la distribution. Donc, le combat est loin d'être gagné. Attendez-vous à ce que les taux d'intérêt continuent d'augmenter d'ici la fin de l'année. Peut-être augmente encore en début 2023, puis il reste haut pendant un petit bout de temps, donc probablement à travers de l'année 2023, avant d'éventuellement baisser. Est-ce que ça va être en 2024, en 2025? C'est à voir, mais attendez-vous à ce qu'on reste avec des conditions monétaires qui sont plus serrées. Ça, ce que ça peut faire, c'est que ça peut probablement nous amener une récession. C'est même notre scénario de base, environ 70% de chances de voir une récession. Une récession typique, généralement, ça crée des pertes d'emploi, mais ici, ce que vous voyez à la page 15, c'est que les probabilités qu'on ait des mises à pied massives sont très faibles dans un contexte de
pénurie de main-d'œuvre. Donc, la partie qui est en rouge dans la table à droite, là, oui, généralement, quand il y a une récession, l'activité économique baisse, les entreprises mettent des gens à pied, les gens encore moins de revenus, donc l'activité baisse encore plus, puis on fait une spirale vers le bas. Ben, cette partie-là de mise à pied, peut-être qu'on l'aura pas, qu'on en aura moins qu'à l'habitude, ce qui peut nous donner une récession atypique. Donc, on est quand même confiant qu'on va avoir une récession, mais que ça peut être une récession qui soit quand même pas très profonde. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. Mais si on va du côté des marchés maintenant, à la page 16, on voit que 2022, c'est une année qui a été atypique, là, c'est une aberration. Des rendements aussi négatifs des actions et des obligations. Faut pas oublier qu'on a commencé l'année avec des valorisations très élevées, autant sur les actions que sur les obligations. Donc, les taux d'intérêt qui ont augmenté fortement pendant l'année ont fait en sorte qu'on a un gros vent de face pour les deux marchés. C'est pas vrai que la relation entre actions et obligations est brisée à tout jamais, là. Il fallait passer par là. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, en octobre 2022, si on se réinvestit dans les actions, les obligations, ben, ce que les données historiques nous suggèrent, c'est qu'on devrait avoir des rendements intéressants à partir d'aujourd'hui, mais quand même, on a eu une année qui a été assez difficile. Quand on regarde la page 17, les taux d'intérêt qui ont augmenté en 2022 de façon assez importante pour les taux courts à 2 ans, les taux à 10 ans, les taux plus longs. Donc, tout ça, bien sûr, ça a fait un impact assez massue là, du côté des marchés, tous les marchés de la planète. Donc, le pire de cette hausse de taux-là est probablement derrière nous, mais ça ne veut pas dire que le marché baissier est terminé, parce que si on s'en va à la page 18, on voit que s'il y a une récession ou non, le marché baissier pourrait être plus long, plus difficile avec une récession. Mais même s'il n'y a pas de récession, là, le graphique de droite, la ligne grise, là, c'est les marchés baissiers depuis 1929. Sans récession, on voit qu'on va de côté avec la volatilité pendant un bout avant de se refaire une base. Si on a une récession, dans le graphique de droite, c'est la ligne bleue. Puis la ligne bleue, quand il y a une récession, on va encore plus bas avec la volatilité, puis ça dure longtemps un marché baissier. Il faut être patient. Ce que je vous dirais, c'est qu'en date d'aujourd'hui, de s'investir massivement en pensant que le creux est derrière nous, c'est peut-être encore malaisé. Si vous avez un horizon de long terme, s'investir quand on a déjà fait 20-25% de recul, c'est pas une mauvaise idée, mais à court terme, il faut encore s'attendre à de la volatilité. Donc, nos vues demeurent que si vous voyez la page 19, à gauche, notre positionnement, le positionnement actuel, la partie de gauche du tableau, vous voyez qu'on surpondère l'encaisse, on surpondère les obligations gouvernementales de longue durée pour aller chercher de la protection. Si on s'en va dans un scénario de récession, les obligations longues devraient bien faire. Du côté des actions, on est sous-pondéré à peu près partout sur la planète parce que quand on est rendu creux dans le marché baissier comme on l'est aujourd'hui, je vous dirais que tout a tendance à monter ou baisser ensemble. Donc, on prend pas vraiment de pari sur des régions. Et puis, après ça, vous voyez à moyen terme dans les styles valeur, croissance, le prix de l'or, le dollar canadien, tout ça, on a tendance à rester plutôt neutre. Mais quand on regarde 12 mois devant, on commence à se réchauffer. Pour quelqu'un qui dit je me fous de la volatilité à court terme, je regarde le long terme, acheter des actions aujourd'hui, ça a du sens. Et puis couvrir le dollar canadien aussi, ça a du sens. Donc, page 20, peut-être pour résumer, portefeuille géré et gestion de patrimoine, vous avez le choix entre 5 portefeuilles, catégories multiples qui sont largement diversifiées. On a beaucoup de diversification alignée sur un profil de tolérance au risque. Gestion active, on a des spécialistes en placement. On est 160 spécialistes en placement chez IA Gestion de patrimoine. Donc, on est une grande équipe très diversifiée. Suivi quotidien des portefeuilles. Il y a toujours des gens qui ont les yeux sur vos portefeuilles. Et puis, on a une analyse détaillée par des commentaires trimestriels, des analyses de portefeuille, des relevés personnalisés. Donc, c'est une solution clé en main. Donc, pour rester informé, page 21, ia.ca/économie. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre. Il y a des balados qu'on publie depuis un petit bout. Économie Finance 101, toujours du nouveau matériel. C'est une base de connaissances utiles. Je vous encourage à jeter un œil. Sinon, vous pouvez me suivre sur les médias sociaux, sur Twitter ou sur LinkedIn. Donc, ça fait le tour pour moi, pour le temps que j'avais. J'espère que je suis rentré dans le temps. Je te renvoie la parole, Daniel. Oui, merci Sébastien. Quand tu parlais tout à l'heure investissement à long terme, donc quelqu'un qui aujourd'hui a un horizon de plus de 12 mois, tu disais que c'était une bonne période pour investir si quelqu'un ne regarde pas la volatilité à court terme. Donc, exactement. On parle de quoi? C'est une période de 3 ans et plus ou quelque chose de genre?
Ben, même 1 an et plus, 3 ans, c'est toujours bien. 1 an et plus, quand les marchés ont reculé de 20-25% là, historiquement, puis qu'on dit qu'on investit à partir de là, puis essayer d'attraper le creux ultime, c'est plus de la chance qu'autre chose. Donc, on est 160 professionnels, puis on prétend pas être capable d'attraper le creux du marché. Mais généralement, quand on s'investit vers la fin d'un marché baissier, si on a une tolérance au risque à court terme, si notre argent a la place pour le loin futur, généralement, on a tendance à avoir des rendements qui sont supérieurs au rendement moyen des marchés. Donc, c'est une occasion à saisir. Bien, c'est parfait. Je te remercie beaucoup, Sébastien. Merci, David. Alors, c'est constitué notre revue économique du 3e trimestre 2022. C'est pas le plus beau trimestre qu'on a connu. Par contre, je pense que ce qu'on a entendu, c'est intéressant. Pour les gens qui restent et demeurent investis, qui ont un horizon à long terme, je pense que ce que Sébastien vient nous dire, ce sont des bonnes nouvelles. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Un plaisir.